Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Santé pour tous de TDM Santé Innove. Pour cet épisode qui s'inscrit dans la continuité de notre premier podcast Vivre avec l'endométriose, nous allons tenter de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie insidieuse qui touche une femme sur 10 en Algérie. Quelle est l'origine de cette maladie aux 5 douleurs? À quel moment doit-on consulter? Quelles sont les conséquences au quotidien sur la patiente et à long terme? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur de recevoir dans notre studio Dr Farid Benaibouche, gynécologue obstétricien, président de l'ANGOL, l'Association algérienne des gynécologues obstétriciens libéraux, et directeur scientifique de l'Endo Algérie, association de lutte contre l'endométriose. Bienvenue Dr Benaibouche. Merci beaucoup Madame Jamila Courtin, merci pour l'invitation et merci pour le choix de ce thème qui est d'actualité, qui est l'endométriose et qui témoigne votre engagement dans la lutte pour la santé de la femme. Merci Dr Benaibouche. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que c'est que l'endométriose, quels sont les facteurs qui ramènent à avoir cette maladie et surtout essayer de comprendre quel est son impact sur la vie quotidienne des patientes. Absolument. Et cette maladie justement, c'est une maladie d'abord qui est chronique, même si elle n'est pas reconnue par les institutions comme une maladie chronique, c'est-à-dire une fois que la femme a cette endométriose, elle sera tout le temps malade. Il n'y a pour le moment pas de traitement pour cette maladie, mais il y a des solutions, il y a plein de solutions pour tous les symptômes, toutes les contraintes de la patiente. D'abord, je voudrais vous donner, si vous permettez, Madame Courtin, de vous donner des chiffres, parce que c'est extrêmement important de donner des chiffres. Pourquoi on s'intéresse à l'endométriose? Parce que l'endométriose, ça coûte 11 milliards d'euros dans certains pays d'Europe. Le coût de cette maladie, c'est 11 milliards d'euros. La femme perd 11 heures par semaine de travail. Vous voyez le coût de la productivité. Et le coût de l'endométriose aux États-Unis, par exemple, où ils font des études de coût de santé, c'est $1 000 par patiente. Vous voyez que si on s'intéresse à cette maladie, on va faire des économies de santé et des économies pour la société, parce que ça atteint la femme, et la femme, elle est extrêmement importante dans la société, parce que quand vous avez 11 heures par semaine qui est perdue par un médecin femme qui a une endométriose, par un enseignant, parce que cette maladie, elle altère la qualité de vie de la femme. Et donc, si la qualité de la femme, c'est la qualité de la famille, c'est la qualité de la société en entière qui est mise en jeu. Et donc, pour répondre un petit peu à votre question, l'endométriose, c'est le passage du sang de règle, si vous voulez, à l'intérieur de l'abdomen. Une fois qu'il y a des règles qui sont dans l'abdomen, à ce moment-là, il y a tout un processus inflammatoire et plein de processus qui fait qu'il y a des lésions et qui donne l'endométriose. Et cette endométriose, elle altère vraiment la qualité de vie de la patiente parce qu'elle entraîne des douleurs. Comme vous avez dit, c'est la maladie aux 5 douleurs. Alors, ce n'est pas une douleur de règles, parce que les gens, ils parlent, l'endométriose, elle a des règles douloureuses, pardon. Oui, elle a des règles douloureuses, mais c'est des règles qui sont progressivement douloureuses et qui deviennent atroces. Ce n'est pas les règles où lesquelles vous prenez un comprimé de n'importe quel médicament et ça disparaît. C'est réfractaire au traitement. C'est des douleurs pendant les règles, c'est des douleurs pendant les rapports, parce qu'il faut qu'on parle sans tabou. Et ces douleurs pendant les rapports, ça entraîne des divorces, ça entraîne des conflits conjugaux qui empoisonnent la vie de la femme et de la famille et donc de la société. Et c'est des douleurs lorsqu'elle va à la selle, par exemple, à la défécation, c'est des douleurs quand elle va faire pipi, par exemple. Donc vous voyez que c'est des douleurs partout. Donc imaginez un médecin, un avocat, une journaliste, au moment où vous m'interviewez, vous avez une douleur intense et qui vous oblige à arrêter votre travail. C'est un impact sur la société qui est extrêmement important. Justement, donc vous allez parler de 5 douleurs, donc c'est une maladie qui se manifeste par la douleur quotidienne. Est-ce qu'on connaît un peu l'étiologie de cette maladie? Oui, alors, l'étiologie, elle n'est pas connue. On sait qu'elle commence, de toute façon, elle commence par le reflux de ce sang menstruel dans la cavité. Mais
toutes les femmes dans le monde, elles ont un reflux. Mais pourquoi celle-là, elle fait une endométriose et pas celle-là? Il se trouve que pour le moment, on a des théories. Rien n'est sûr. L'endométriose est une maladie qui est vraiment peu connue. S'il y a un retard de diagnostic d'environ 7 ans pour faire le diagnostic, c'est parce que le médecin, de façon générale, la médecine ne connaît pas beaucoup cette maladie. Et donc, cette douleur de la femme, pourquoi il y a un reflux, pourquoi il y a un reflux, c'est des causes immunologiques, c'est des anticorps. Parfois, c'est des causes génétiques. Alors attention, c'est très important parce que quand on dit génétique, on a l'impression que c'est héréditaire. On peut affirmer là, dans votre podcast, que l'endométriose n'est pas héréditaire. C'est vrai qu'on trouve de toute façon des familles où toutes les filles ont une endométriose, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. Et puis, il y a une cause inflammatoire. Donc, il y a 3 grandes causes qui probablement coexistent. Et le jour où on saura vraiment l'origine réelle de cette maladie, je pense qu'on ira vers un vrai traitement de cette maladie. Mais est-ce qu'on peut considérer que toute douleur pendant les règles est équivalent à une endométriose? Absolument pas. Il faut surtout pas. Parce que c'est toute la difficulté que nous avons quand on fait des campagnes de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens contre les symptômes, mais il ne faut pas faire peur à la population. Effectivement, le maître symptôme de l'endométriose, c'est des douleurs pendant les règles. Mais ce n'est pas n'importe quelle douleur pendant les règles. Je vous dis, en général, c'est des douleurs qui sont progressives. Au début, dès qu'elle prend un comprimé de paracétamol, ça va mieux. Un comprimé d'anti-inflammatoire, ça va mieux. Mais quand c'est une endométriose, même les traitements, ça ne donne pas. Et puis aujourd'hui, on a une échelle visuelle analogique pour évaluer la douleur entre 0 et 10. Aujourd'hui, elle est à 2. Chez la femme endométriosique, elle est supérieure, en général, elle est supérieure à 7. Vous voyez, toute douleur n'est pas une endométriose, mais toute endométriose, 90% des endométrioses ont des douleurs. Justement, ces douleurs qui sont quand même quotidiennes, et vous dites à tout moment, les femmes peuvent avoir ces douleurs à tout moment de leur vie quotidienne, quoi. Mais à quel moment doit-on s'inquiéter et aller voir un spécialiste? Et quel est le spécialiste que nous devons voir? Alors, par contre, ça c'est une très bonne question parce que à quel moment il faut consulter? Je pense qu'on ne paie rien à consulter quand la fille a une douleur pendant les règles. Et c'est au médecin justement de dire c'est une endométriose ou ce n'est pas une endométriose. Il y a plein de causes de dysménorrhée, de douleur pendant les règles. Et donc, c'est quand elle consulte tôt. Vous savez que 38% des endométrioses ont des douleurs déjà à 15 ans, à l'âge de 15 ans. Donc c'est à l'âge de 15 ans que tout se passe. Et c'est notre combat à nous, c'est d'essayer d'expliquer à ces filles de 15 ans que ça peut être une endométriose, mais il ne faut pas qu'elles s'inquiètent parce que ce n'est pas un cancer. L'endométriose, c'est une maladie chronique. Moi, je dis à mes patientes, le premier conseil que je donne, il faut connaître la maladie pour lutter contre cette maladie. Quand on connaît une maladie, on peut lutter contre la maladie. Donc c'est à l'adolescence que ça commence. Et c'est à l'adolescence qu'il faut qu'elles consultent. Et c'est à l'adolescence qu'il faut les traiter. Pourquoi il faut les traiter précocement? Justement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'impact de cette endométriose sur la société. C'est pour éviter tout cet impact de la douleur sur la société. Et donc, on va la traiter, donc elle ne va pas s'habituer à la douleur, parce qu'il y a un concept au niveau de l'endométriose, ça par contre, ça fait peur, c'est ce qu'on appelle la central sensitization, c'est-à-dire la douleur, elle est dans le cerveau, et la femme, quel que soit ce qu'elle prend, et c'est là qu'on peut arriver à donner des morphiniques, elle a toujours mal, parce qu'elle s'est habituée en fait à la douleur. Mais si on la traite tôt, dans l'adolescence, à chaque fois qu'on a la douleur n'est pas normale. Il faut traiter cette douleur. Et donc, à ce moment-là, elle va
s'améliorer. Donc on a tout à gagner pour aller consulter très jeune. Donc on doit expliquer peut-être aux parents que maintenant les douleurs de règles ne sont pas normales, vous venez de le dire, donc il faut aller voir un médecin pour pouvoir justement peut-être diagnostiquer précocement cette maladie qui est malheureusement tardivement diagnostiquée. Vous avez expliqué à plusieurs fois que c'était 7 ans de retard de diagnostic et qui pourrait effectivement impacter la vie de la femme. De la femme, oui. Alors, ce retard diagnostique, attention, d'abord, les gens pensent que c'est qu'en Algérie, c'est faux, c'est dans le monde. Au contraire, aux États-Unis, c'est un peu plus, au Canada, c'est un peu plus, en fonction de l'accès du soin, par exemple, l'accès des patientes aux soins. Donc, ce retard diagnostique est dû à la non-spécificité de la douleur. Parce qu'en fait, au début, la fille, elle a maladroite. Les gens consultent en chirurgie. C'est peut-être une appendicite. Donc, elle va voir un gastro. C'est peut-être le côlon. Après, non, c'est peut-être une infection urinaire. Et donc, elle passe chez l'urologue qui va traiter l'infection urinaire. Vous voyez, c'est ça, cette errance diagnostique qui fait perdre du temps au diagnostic. Et c'est pour ça que j'insiste, moi, je rends hommage au travail formidable que fait Ondo Algérie et à cette tête Assia Belhacine, parce qu'elle fait un travail formidable de sensibilisation de la famille, du grand public. Mais il faut former. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, il faut former les médecins. C'est vrai que l'université forme les médecins. C'est vrai que l'endométriose, elle est dans le cursus des médecins gynécologues. Mais est-ce que ça suffit? Il faut une formation médicale continue. La médecine évolue. Et la formation médicale continue, elle concerne les gynécologues, parce que c'est le chef de file de la prise en charge, parce qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire. Mais c'est vrai que le gynécologue doit être le chef de file de cette prise en charge. Mais il y a aussi nos amis les sages-femmes. Nous avons tous appris avec nos sages-femmes. Et les sages-femmes, c'est elles qui ont le contact avec la maman, avec la fille, avec la grand-mère. Et elles parlent le langage. Donc, il faut qu'on forme les sages-femmes. Il y a un autre point qui est extrêmement important de la structure de santé, c'est les médecins généralistes. Les médecins généralistes, il faut les impliquer dans cette lutte contre l'endométriose. Nous avons une très belle structure de santé en Algérie. C'est l'un des rares pays où on a des unités de soins dans les écoles, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important, la santé scolaire. Oui. Elle est prévue dans les textes. Il y a dans pratiquement chaque PMI un médecin scolaire. Mais ce médecin scolaire est-il sensibilisé, est-il formé pour cette maladie? Alors que ça commence là. Vous savez, l'endométriose, une fille qui a 15 ans, qui est à l'école, qui va passer le BEM, qui s'absence tous les 3 jours, elle est prise par la prof, par le surveillant général pour une cancre. Hein. Ah, c'est une cancre, on s'en fout, c'est pas la peine. De toute façon, elle ne fait que s'absenter. Alors que si on va voir un médecin scolaire, si on sensibilise au milieu scolaire, je pense qu'on va améliorer beaucoup de choses. Donc la nécessité de former peut-être ces généralistes qui sont dans la santé scolaire, dans les écoles aussi peut-être, et même si on doit aller plus loin, dans les PMI aussi, expliquer peut-être aux sages-femmes. Absolument, non, mais le programme d'Ondo Algérie, c'est Madame Belhacine qui devrait en parler. Donc vous êtes directeur scientifique. Oui, je suis très fier d'être son directeur scientifique et on essaye de travailler. Vous savez que ça fait que 2 ans, on a des difficultés. Ces derniers temps, franchement, on est content parce que je pense que le ministère de la Santé nous écoute. Je pense qu'on va faire de belles choses. Et le travail, c'est notre impact, c'est la société de façon générale, mais les sages-femmes et les médecins généralistes sont impliqués, et même les spécialistes, parce que le gastro, la bonne femme, elle part avec le côlon. Justement, une des questions par rapport à cette problématique, et vous avez insisté sur la multidisciplinarité, on a bien compris que l'endométriose n'est pas seulement une affaire gynécologique, au fait, et que d'autres organes pourraient être touchés. Comment ce mécanisme est-il instauré? Absolument. Alors, par contre, celui qui pense qu'il y a un seul médecin qui va prendre en charge l'endométriose, c'est qu'il n'a rien compris à
à l'endométriose. Parce que l'endométriose, effectivement, le point de départ est gynécologique. C'est pour ça que je parle, le chef de file, l'orchestre, le chef d'orchestre, celui qui va coordonner, effectivement, c'est le gynécologue, parce que c'est lui qui va faire le diagnostic. Mais vous savez, la vessie, elle est anatomiquement parlant, la vessie, elle est sur l'utérus. Donc la vessie, elle est souvent atteinte. Les uretères, les tuyaux qui ramènent les urines du rein vers la vessie, je vais faire peur là aussi. Parfois, on est obligé d'enlever un rein à cause d'une endométriose qui est passée méconnue. Une endométriose de l'urtère qu'on n'a pas vue, on finit par enlever un rein. Donc, l'urologue est très important. Le gastro, les intestins sont sans vous toucher parce que le rectum, il est derrière l'utérus. Vous voyez, l'utérus, qui est au centre du pelvis. Et donc, tous les organes de voisinage. Et en plus, ça peut aller plus loin, ça peut aller au niveau du foie. Moi, j'ai même une malade qui pleure du sang par les yeux tous les mois. Donc, c'est une endométriose oculaire. Heureusement que c'est rare, mais ça existe. C'est pour vous dire que la prise en charge doit être multidisciplinaire. En plus des solutions. Alors, les solutions... on va y arriver, ouais, docteur Benaïbouche. Donc, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce pour pouvoir justement détecter cette maladie et la prendre en charge. À quel moment doit-on initier le traitement ? Voilà, donc si bien sûr, traitement existe. Voilà. Si traitement il y a. Absolument. Ce qui est important de dire, c'est malheureusement, il n'y a pas de traitement de l'endométriose. Il y a le traitement des symptômes de l'endométriose. Il y a le traitement de l'infertilité, je crois qu'on va en parler. Il y a le traitement de la douleur. Plus tôt on institue le traitement de la douleur, mieux ça vaut. Après, ça veut dire qu'on ne va pas prendre, par exemple, l'un des traitements, c'est la pilule. On ne va pas prendre la pilule tout le temps, parce que parfois, il n'y a pas de douleur. Si l'endométriose n'a pas de douleur, il faut juste la surveiller. Il y a une surveillance à instituer. La fille qui a une endométriose doit voir son médecin au moins une fois par an. Il va vérifier les reins, il va vérifier l'évolution de la maladie, il va l'informer de beaucoup de choses. Par exemple, la préservation de la fertilité, maintenant il faut qu'on en parle. À l'adolescence, la fille à 14 ans, elle a une endométriose. Si elle doit se marier à 35 à 40 ans, ce qu'on ne conseille pas d'ailleurs, elle peut le faire. Mais par contre, il faut qu'elle pense qu'elle peut congeler ses ovocytes pour les utiliser après. C'est tout ça l'intérêt d'instituer le traitement le plus vite possible et donc le diagnostiquer le plus précocement possible. Et est-ce que cette contraception dont vous avez parlé, qui constitue la première intention de traitement, est-ce que c'est suffisant justement pour apaiser ces femmes de toutes ces douleurs ? Non, alors c'est vrai que dans 90% de cas, ça peut être suffisant, surtout dans les stades de début de la douleur. C'est pour ça que j'insiste, moi, sur la central sensitization. Il ne faut pas qu'on en arrive à ce que la femme s'habitue à sa douleur. Il faut qu'on traite la douleur dès qu'elle apparaît. Et après, ce traitement de la douleur peut durer ce que ça peut durer. Il faut le manager. C'est vraiment un management au cas par cas. On ne peut pas donner une cuisine sur le traitement de telle douleur. D'ailleurs, je n'aime pas le terme de contraception. C'est des œstroprogestatifs ou parfois des progestatifs qu'on donne pour soulager la douleur de la femme. Beaucoup d'antalgiques aussi sont prescrits pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Parfois des anti-inflammatoires qui pourraient avoir aussi des conséquences un peu sur la santé de la femme. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives ? Bien sûr, il faut des traitements, c'est pas des alternatives parce qu'on ne remplace pas, mais c'est surtout des traitements complémentaires. On donne des traitements complémentaires. La nutrition, je suis quelqu'un qui connaît un peu l'endométriose, mais je vous assure que je ne connais pas les régimes spécifiques. Ça doit être un nutritionniste. Oui. Il faut demander à un nutritionniste. D'ailleurs, je vous encourage à inviter un nutritionniste pour parler du régime sur l'endométriose. C'est un régime anti-inflammatoire, c'est ça ? Il y a des régimes anti-inflammatoires, il y a des astuces de nutrition. C'est une spécialité. Chacun doit rester dans sa spécialité. Il y a le sport qui est extrêmement important, l'activité physique pour diminuer la douleur. Il y a tout ce qui est ostéopathie, yoga, les traitements complémentaires.
Tout ça peut donner. Il n'y a pas qu'un seul. Il y a le régime, il y a le sport, il y a le yoga, il y a la psychothérapie. Parce que c'est des filles de 14 ans, de 15 ans, ce sont des adolescentes. Elles sont fragiles. Et donc, il faut un soutien psychologique. Et il faut reconnaître que nous, gynécologues, on est de très mauvais psychologues. Parce que bon, on a beaucoup de travail, donc on essaye de... malheureusement, on ne prend pas ce côté. Mais de toute façon, nous sommes de mauvais psychologues. Il faut un soutien psychologique, parce que l'impact de cette douleur sur le psychisme, vous savez, chez nous, en général, la fille, elle vient avec sa mère. Hein. Sa mère, elle a une seule question, hein. Est-ce qu'elle peut avoir des enfants? C'est, à la limite, elle oublie que sa fille est en train de souffrir de douleur. Sans problème, il y a docteur. Alors que, effectivement, l'infertilité est un problème, mais l'impact sur sa vie de tous les jours est un problème. Oui, docteur Benaïbouche, on est tous d'accord pour dire que l'endométriose est une maladie chronique et la douleur est une maladie aussi. Elle est classée comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans notre pays, vous parlez de multidisciplinarité, par exemple dans les services, par exemple hospitaliers, des unités de douleur, de prise en charge de la douleur. Est-ce que ça ne pourrait pas aussi s'appliquer pour les femmes qui souffrent d'endométriose? C'est un rêve, Madame Courta, bien sûr. Je pense qu'il y a un service d'algologie au CPMC, je crois, ou à Mustapha, je ne me rappelle pas. Mais franchement, entre la prise en charge de la douleur de la femme cancéreuse ou des patientes cancéreuses, prend toute la dimension de ce service. Mais effectivement, je pense que c'est d'où l'utilité d'avoir une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Je pense que, j'espère que le ministère de la Santé, qui honnêtement est très sensible, je pense, à ce problème, doit s'asseoir et essayer d'élaborer une stratégie de lutte contre l'endométriose. Effectivement, des luttes, des centres d'algologie peuvent être intéressants effectivement pour les femmes cancéreuses, mais pour les femmes endométriosées. Dans les services hospitaliers de gynécologie. Absolument, exemple, de façon. Parce qu'on ne peut pas ramener une jeune fille de 14 ans, 15 ans dans un centre anti-cancer et lui mettre des traitements. Donc c'est quand même important, par exemple, de penser à une stratégie nationale, comme vous le dites, qui prendra en charge tous ces aspects. Et c'est important. Absolument. De toute façon, cette stratégie nationale, j'espère qu'elle va avoir lieu. Et je vous assure qu'au début, peut-être, effectivement, il faut dépenser de l'argent pour la mettre en place, mais je vous assure qu'il y a un impact direct sur la productivité et sur la santé de nos femmes, et donc sur la société de nos familles, et donc sur la société de notre société. Oui, on revient à la problématique, un des symptômes de l'endométriose, qui est l'infertilité. Vous l'avez bien souligné tout à l'heure, la maman, quand elle accompagne sa fille, la question préoccupante pour elle, c'est est-ce qu'elle pourra avoir des enfants? Comment elle est, justement, est-ce que toutes les femmes qui ont l'endométriose sont infertiles? Ou bien c'est le contraire? Ça, c'est une très bonne question aussi, parce que effectivement, le souci de la fille, notre souci à nous, même nous, hein, quand elle vient chez nous, une fille à 15 ans, quand vous lui annoncez l'endométriose, vous savez qu'elle va revenir sur l'infertilité. D'abord, il faut savoir, madame, c'est des statistiques mondiales. Malheureusement, il n'y en a pas chez nous. Et l'un des objectifs d'Endo-Algérie et de l'Angole, c'est d'essayer de faire une étude épidémiologique. J'espère qu'on y arrivera. Dans le cadre de la stratégie, peut-être? Oui, dans le cadre de la stratégie, dans le cadre de notre société savante. Franchement, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment triste qu'on n'ait pas de... on est en train de dire... On fait une projection sur les statistiques mondiales, on dit qu'il y a à peu près 2 millions de femmes qui ont une endométriose en Algérie, mais ce ne sont pas des statistiques officielles pour le dire. C'est triste de ne pas avoir de statistiques à ce niveau-là. Des solutions existent donc pour lutter contre l'infertilité. Voilà, donc non, d'abord la fertilité c'est 40%. Voilà, une femme justement. sur 100 femmes qui ont une endométriose, 60 peuvent faire 10 enfants. Moi j'ai plein de patientes qui ont 10 enfants et au bout du 10e on se rend compte qu'elle a une endométriose. Et une endométriose sévère. Et il y en a 40%
qui n'arrivent pas à faire une grossesse. Alors, beaucoup de femmes posent la question, j'ai une endométriose sévère, donc je ne pourrai pas avoir un enfant. Ça, c'est faux aussi. Il y a des endométrioses très superficielles et on n'arrive pas à faire des enfants. Il y a des endométrioses très sévères et on arrive à faire des enfants. Nous, on appelle ça, il n'y a pas de parallélisme entre les symptômes et la sévérité des lésions. Donc, il faut que la fille, quand elle vient, elle sache, aucun médecin ne peut répondre que si elle est stérile, elle est infertile, hypofertile ou non. Elle ne peut pas le savoir. C'est une fois qu'elle est mariée, une fois qu'elle essaye de faire un enfant, c'est là qu'on saura. Elle est dans les 40% ou elle est dans les 60%. Et puis je voudrais aussi, parce qu'à 15 ans, on annonce l'infertilité à la femme, c'est compliqué. Et hier, il y a une fille m'a dit, mon médecin, il m'a dit, impossible, tu vas avoir des enfants. C'est pas possible de dire ça à une patiente, on ne peut pas le savoir. Et je voudrais les rassurer parce que, quand bien même l'endométriose est sévère, quand bien même elle est très compliquée, quand bien même elle a vécu très difficilement avec des douleurs, il y a des solutions pour toutes ces femmes-là. Franchement, maintenant, l'endométriose, on a beaucoup de solutions et c'est fait pour elles. Par exemple, le dernier traitement de l'infertilité, c'est la PMA, c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire la fécondation in vitro, talqih al-istina'i ou la atfal anabib. C'est des solutions qui ont de très bons résultats chez la femme endométriosique. Il n'y a pas moins de résultats de la fécondation in vitro chez une femme qui a une endométriose que chez une femme qui a une stérilité masculine, par exemple. Franchement, c'est les mêmes résultats. Donc, quand vous avez une endométriose, il y a plein de solutions. Moi, j'ai parlé de la PMA parce qu'on n'a pas le temps. D'autant plus que les techniques ont beaucoup évolué maintenant. Voilà. Et en plus, chez nous, il y a maintenant, honnêtement, on est arrivé pratiquement au même niveau que les Européens, que les pays développés dans les résultats de la PMA. Donc, c'est-à-dire, si on arrive jusqu'à la PMA, on peut, mais on peut utiliser des médicaments, on peut utiliser des traitements chirurgicaux parfois. Parfois, franchement, alors le traitement chirurgical... De l'endométriose. Oui. De l'endométriose, moi, il faut qu'on en parle parce que le problème, c'est qu'effectivement, il y a des possibilités où on fasse un traitement chirurgical pour lutter contre la douleur surtout. Oui. Mais traiter, parce que très souvent, c'est le kyste endométriosique qui est mis... أنا عندي الكيست. D'ailleurs, la fille ne تقولكش عندي l'endométriose, عندي الكيست. Non, le kyste endométriosique, ça fait partie de toutes les endométrioses. Il y a plusieurs endométrioses. Et donc, il ne faut surtout pas penser qu'en traitant le kyste, on va traiter l'endométriose. C'est traiter le kyste et laisser l'endométriose à côté, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le traitement chirurgical, il faut essayer de le faire après le projet parental, c'est-à-dire une fois que la femme a tous ses enfants. Parfois, effectivement, la chirurgie peut être utile parce qu'elle a de l'eau dans les trompes, parce qu'elle a des adhérences, parce qu'il y a des polypes, elle a des solutions chirurgicales pour essayer de permettre de faire un enfant. Donc des solutions existent au fait pour lutter contre la douleur aussi, hein, et pour lutter contre cette infertilité. Donc vous avez parlé de la PMA. On vous remercie franchement, Dr Benaïbouche, avec votre note d'espoir, une très belle note d'espoir. Merci que les femmes beaucoup. ne doivent pas perdre espoir, mais l'essentiel c'est qu'elles soient diagnostiquées précocement. Permettez-moi d'insister sur la préservation de la fertilité chez la fille, parce qu'il faut savoir qu'on peut congeler les ovocytes avant 30 ans. Et la femme, elle peut se marier à 35 ans, à 40 ans. On a fait un podcast dans lequel on a parlé que c'est pas bien de se marier tardivement. On nous a un petit peu insultés. On n'est pas responsable. Vous voulez vous marier quand vous voulez, mais il faut savoir que nos conseils que nous donnons, c'est parce que plus vous tardez, plus vous avez des difficultés à concevoir, plus nous avons des difficultés à vous aider à concevoir. Et il faut savoir que la congélation d'ovocytes est une des solutions
pour permettre de gérer cette infertilité. Merci Dr Benaïbouche pour toutes ces informations précieuses. J'espère qu'on vous retrouvera une prochaine fois pour une autre thématique. Merci. Merci beaucoup Madame Djamila Korta. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce podcast consacré à la santé. Notamment aujourd'hui, on a traité donc l'endométriose et aux prochains épisodes. Merci.